David Assouline, bonjour. Bonjour. On va parler naturellement de la manifestation des partisans du mariage pour tous aujourd'hui dans Paris, à la veille de l'examen de la loi à l'Assemblée nationale. On va parler de la situation économique et des fermetures d'usines de nouveau. On va parler d'Israël, du Mali, de l'Europe. Et on va commencer, si vous voulez bien, par le chômage qui explose dans des régions qui étaient jusqu'ici épargnées. Le nombre de chômeurs, chiffre donné par Le Monde, a augmenté de 284 600 en 2012. Allez-vous pouvoir tenir votre pari de diminuer le chômage ? Écoutez, c'est l'objectif. Saint-Exupéry disait que notre rôle n'est pas de prévoir l'avenir, mais de le permettre. Et donc tout ce qui est mis en œuvre par le gouvernement, et maintenant on peut énumérer, et ça commence à faire beaucoup, et en même temps ça donne sens, il y a une logique à ce que fait le gouvernement quand il dit priorité à l'emploi. C'est les mesures emploi d'avenir, 100 000 pour cette année, 50 000 ensuite, les contrats de génération qui ont été adoptés par l'Assemblée nationale cette semaine et qui, montées en puissance, sont prévus pour être à peu près à 500 000 avec, sur la base d'un accord total entre syndicats patronaux et tous les syndicats de salariés, il faut le dire, y compris la CGT et FO pour ce contrat. Il y a l'accord sur le marché de l'emploi, sur la sécurisation de l'emploi entre le patronat et la CFDT et que nous soutenons et qui va passer dans les assemblées bientôt et qui permet la sécurisation des parcours professionnels, qui permet l'adaptabilité des entreprises dans ce moment de crise pour pouvoir faire face tout en gardant l'emploi, assouplir un certain nombre de dispositifs et lutter aussi contre la précarité et les contrats courts. Il y a donc tout cela, il y a la compétitivité soutenue par 20 milliards de crédits d'impôt qui ont été adoptés et mis en place tout de suite dès le 1er janvier 2013. Et donc sur tous les fronts, pour aller chercher la croissance, mais aussi pour permettre que les jeunes tout de suite aient un espoir, un avenir et le pied mis à l'étrier. Arnaud Montebourg parlait de nouvelles niches cette semaine sur France 2, de nouvelles niches, de nouveaux secteurs d'emploi. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ces nouveaux secteurs d'emploi ? Il déclinera, il a souvent des idées complètement novatrices, et donc je ne peux pas savoir exactement à quoi il pense, par contre je sais exactement ce qui est notre pensée commune depuis un bon bout de temps. C'est que, et d'ailleurs le plan de compétitivité, c'était pas seulement les 20 milliards, c'était aussi faire monter en puissance, en valorisation, en soutien, en aide à l'export et à l'international, tout ce qui est dans l'innovation, dans la recherche, dans la montée en gamme de nos produits. Et je pense qu'il y a un secteur aujourd'hui vraiment d'avenir où il faut mettre le paquet, c'est tout ce qui tourne autour de l'énergie, du développement durable. Il y a des métiers, il y a des savoir-faire qui nécessitent beaucoup de technologie, de technicité et d'innovation. Et je pense que là, la France peut être en pointe, même si ces dernières années, elle avait pris un retard par rapport à l'Allemagne. Alors, malgré tout cela, la grogne syndicale, elle est réelle, elle ne faiblit pas. On l'a vu encore récemment, puisqu'après Gandrange, Renault, PSA sont les syndicats de Goodyear qui se mobilisent désormais contre la fermeture annoncée en principe de leur usine de pneus à la fin de ce mois de janvier. La question qu'on peut se poser, c'est, malgré toutes les mesures donc, que le gouvernement propose, est-ce que le gouvernement peut avoir une réponse adaptée à chacun de ces cas ? Il y a dans chaque cas des réponses, bien entendu. Et puis on a vu que l'État est beaucoup intervenu, et Arnaud Montebourg l'a souligné, en limitant la casse énormément sur les centaines de plans sociaux qui ou étaient cachés et sont arrivés sur la table après notre arrivée au pouvoir ou qui étaient prévus. À chaque fois, l'État est intervenu, a essayé de faire le marieur aussi entre les syndicats et le patronat pour qu'il y ait des négociations, pour qu'il y ait des
plans sociaux adoucis ou alors négociés. En tous les cas, ce sont des dizaines de milliers d'emplois qui ont pu être sauvés par cette intervention-là de l'État. Et avant, on laissait faire. Alors, bien entendu, PSA, c'est pas Renault, même si... Ils se sont associés, les syndicats des deux se sont associés pour... ils sont dans la même exigence, les syndicats, qui est le pas de licenciement, pas de plans sociaux, le moins possible, que les travailleurs s'en tirent le mieux possible. Et ça, c'est normal. Et je ne peux que comprendre que pour ces salariés, dans une situation en plus où on sait très bien que la situation de l'emploi, que, y compris les possibilités de reconversion à un certain âge sont très, très difficiles, eh bien, se battent absolument pour préserver leur emploi. Et c'est un problème et un héritage qu'on ait pu avoir des stratégies qui, dans la décennie, nous amènent à cette situation qui n'est pas la situation de l'Allemagne, qui a su... y compris dans l'automobile, faire des choix stratégiques de production qui mettent l'automobile allemande en compétitivité absolument forte face notamment aux émergents et notamment Japon, Corée, etc. On voit bien que on a du mal même à faire comprendre aux citoyens français qu'il vaut mieux acheter Peugeot ou Renault. Et pourquoi on a tant de mal ? Eh bien parce qu'il y a eu, des choix faits sur le type de produit, sur la qualité, qui, à mon avis, n'ont pas été les bons. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord, y compris, je pense, les dirigeants de ces entreprises, qu'il fallait être beaucoup plus orienté sur des voitures, disons pas grand public, mais des voitures haut de gamme. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé des remèdes de cheval qui sont proposés ce matin par Michel Rocard dans le journal du dimanche? Il pousse un cri, il y a le feu, et il fait un certain nombre de propositions. Ça ne va pas vous plaire, vous connaissant. Ralentir le remboursement de la dette, le retour à la retraite à 65 ans. Non, je pense que sur la question de la retraite, ce qui révèle, et qui est un vrai sujet, c'est que sous Nicolas Sarkozy, on nous a dit, il a dit de façon très... Moi, j'ai fait des dizaines d'heures de débat dans l'hémicycle sur cette question, et on nous disait, nous sommes courageux, nous faisons la grande retraite qui permet de sauver le système par répartition et de pérenniser son financement pour les 30 ans à venir. Bien... Et à l'arrivée, on se rend compte quelques années après, c'est-à-dire 2012-2013, le constat est général, le constat est partagé par tous les acteurs, que le financement n'est pas au rendez-vous. Et donc il pointe un vrai problème. Si nous voulons sauver ce système, et nous voulons sauver le système par répartition, qui est le système français et qui a son originalité, il faut absolument une réforme de fond qui pérennise son financement et qui, permettent de répondre à ce défi démographique qui est là, à partir du moment où il y a moins de cotisants, il y a un vrai et plus de retraités, puisque on meurt plus tard et heureusement. Il faut avoir une réponse sur le moyen et long terme. Donc vous ne dites pas à l'ancien Premier ministre, camarade, tu radotes, mais vous dites il pointe de vrais problèmes. Je lui dis qu'il pointe un vrai problème, qui n'est pas le seul à pointer, et en même temps, je dis que la méthode d'ailleurs qu'avait encouragée en son temps, quand il était en activité Michel Rocard, c'est la négociation. Les partenaires ont tous intérêt à trouver une solution pérenne. Les syndicats de salariés, les syndicats patronaux, et bien entendu le législateur viendra. Et je pense que la méthode initiée par Jean-Marc Ayrault, qui donne des résultats, ça a été les contrats de génération, c'est le contrat sur la sécurisation des parcours professionnels et de l'emploi, c'est les négociations qui continuent et qui vont aboutir à des vrais résultats sur l'égalité salariale entre hommes et femmes,
sur la participation dans les entreprises, sur la qualité du travail, parce qu'on parle souvent du travail, mais ceux qui travaillent aujourd'hui posent aussi le problème du stress, des conditions de travail, de la façon dont ils se sentent ou humiliés ou empêchés ou en tous les cas pressurés dans le travail. Toutes ces questions sont là. Et la question des retraites doit être prise à bras le corps par les partenaires sociaux. Ils doivent... et j'ai complètement confiance, parce que tout le monde tient à ce système. Donc il n'y a pas d'irresponsables qui vont dire n'importe quoi. Ensuite, s'il y a un trou abyssal, eh bien c'est le système lui-même qui sera mis en danger de mort. Donc tout le monde veut le préserver, et je crois qu'il y a de l'ingéniosité. Il y a des idées que nous, socialistes, nous avons mises sur la table au moment du débat. Il faut bien entendu aussi regarder du côté de la participation du capital, comme le travail aujourd'hui cotise, à la solidarité pour pérenniser ce système. Alors, les associations pro-mariage pour tous vont manifester cet après-midi. Les socialistes seront présents, vous serez apparemment présents. Est-ce que ça n'est pas un échec déjà d'avoir fait en sorte qu'un débat qui est un débat de société, qui est un débat de conscience, se retrouve politisé au point que vous avez la droite qui manifeste contre et la gauche qui manifeste pour? Vous savez, tous les débats de société sont aussi des débats politiques. Ça ne veut pas dire qu'ils sont dogmatiques, ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément politiciens. Sur la question du mariage, on a eu déjà ce débat dans la société au moment du Pacs. Et si vous regardez les arguments, ce sont exactement les mêmes. Si vous regardez les acteurs pour contre, ce sont exactement les mêmes. Il y avait une forte mobilisation nous disant que le Pacs c'était la fin de notre façon de voir la société et de vivre ensemble. Ça remettait en cause beaucoup de choses. Et puis finalement, aujourd'hui, je vois que les mêmes qui disaient cela, eh bien, disent que le Pacs est une bonne alternative au mariage pour tous. Ça suffit, le Pacs c'est bien, et ils vantent les mérites du Pacs. Bon, voilà, donc ils ont juste 10 ans de retard, et je pense que dans 10 ans, quand le mariage pour tous sera dans la loi, eh bien, vous verrez qu'ils ne remettront pas en question le mariage pour tous, que ce ne sera pas la fin du monde ni de la civilisation, et que, quelles que soient les alternances, on ne reviendra pas là-dessus. C'est la droite qui veut utiliser, si vous préférez, ce débat, ou bien entendu, pour des raisons religieuses en particulier, beaucoup de citoyens considèrent que ça ne peut pas être accepté, parce qu'ils se basent sur quoi? Sur des convictions religieuses, et ils disent le mariage c'est sacré. Oui, le mariage sacré, il est là, personne ne va le toucher. Il n'y a pas que des convictions religieuses, puisque une partie de la droite est totalement contre et vent debout. Non, mais alors attendez, je veux finir mon propos. Le mariage catholique, le mariage musulman, le mariage juif, personne ne pourrait penser que la République doit interférer sur la façon dont il doit se faire et entre qui et qui. Inversement, nous sommes dans l'union civile, dans un mariage civil laïque. Et indépendamment de tout cela, il y a d'un côté affaire de foi, de l'autre côté, la République, c'est affaire de loi, et donc d'égalité des droits. Aujourd'hui, à partir du moment où nous considérons que les homosexuels ont le droit de s'aimer et de vivre ensemble, ils doivent avoir les mêmes droits quand ils forment une union, et c'est une protection pour leurs enfants. Parce qu'il y a déjà des dizaines de milliers de familles homoparentales où les enfants n'ont aucune protection. Donc ça n'enlève rien à personne. C'est une loi qui ne dit pas, vous qui considérez que le mariage doit se faire entre un homme et une femme, eh bien, vous ne pourrez plus. Non, ça continue. Et ça ouvre ce droit à d'autres. Et c'est très rare dans la société qu'on s'arc-boute, qu'on lutte contre le fait que d'autres aient les mêmes droits que soi. Et ça, c'est la droite. La droite est capable de ce genre d'aberration, et demain, vous verrez
qu'elle ne le remettra pas en question. Comme en Espagne, ils ne l'ont pas remis en question, alors que c'est un gouvernement socialiste qui a fait cette loi. Les conservateurs sont au pouvoir, c'est un pays de forte tradition catholique, et ils n'ont pas remis en cause ce droit. Et le gouvernement conservateur britannique a déposé lui-même un projet de loi pour le mariage pour tous en Grande-Bretagne. À quoi ça sert de dire qu'on va faire un débat, de recevoir les représentants des associations qui sont contre, pour décider que, quelle que soit l'issue de ce débat, on ne changera rien, on fera pas de référendum, on fera pas non plus on n'ira pas vers une union civile comme le propose un certain nombre de personnalités à droite. On est en démocratie. Et il y a des moments où les électeurs viennent aux urnes, donnent des mandats, et où les choses ensuite se décident et se discutent dans l'enceinte parlementaire. Alors, le président de la République a affiché cet engagement, qui portait même un numéro, l'engagement 31, il a été élu. Ensuite, il y a eu les élections législatives. Pour ceux qui n'auraient pas compris, la droite, dans tous les départements et les circonscriptions, a fait des tracts contre nos candidats pour essayer d'apeurer la population en disant souvent deux choses, le droit de vote des étrangers et le mariage pour tous, voilà le projet des socialistes. Et donc ça a été apprécié et regardé par les citoyens. Ils ont élu une majorité de députés socialistes et de gauche, et le débat avait lieu devant eux. Depuis, on en parle, et regardez encore maintenant, tous les jours, sur tous les médias, alors que vous avez constaté, vous avez soulevé que les problèmes économiques, sociaux, licenciements, chômage, y compris il y a la guerre aujourd'hui, eh bien, sont quand même prégnants, sont les plus forts, les plus fortement ressentis par les citoyens. Il y a ce débat. Ça fait 4 mois qu'il y a des auditions, et par les ministres pour faire le projet, et déjà les commissions parlementaires ont commencé à auditionner. Ça arrive en séance publique. Personne ne bloquera le fait de passer, de raccourcir les débats, de passer en force, de faire de l'urgence, comme Sarkozy faisait régulièrement, c'est-à-dire il évitait 2 navettes qui sont là, normalement, entre l'Assemblée et le Sénat. On va laisser le débat se faire. Mais nous avons pris cet engagement devant les Français, on a été élus pour ça. Voilà. Donc, regardez les enquêtes d'opinion. Parce qu'on pourrait se dire aussi, mais il y a eu un décalage depuis 63% pour le mariage. Bon, donc, mais je veux juste le mettre en relation avec juste 30 secondes pour faire les comparaisons. Regardez sur la méthode. On parlait des retraites tout à l'heure. Une réforme aussi fondamentale que les retraites. Nicolas Sarkozy, dans sa campagne de 2007, dit « Je ne toucherai pas aux retraites ». D'accord ? Donc, il ne prend pas d'engagement, même il prend un engagement inverse. Non seulement il fait une loi sur les retraites, c'est-à-dire il trahit ce qu'il avait dit, mais en plus, il n'engage pas de négociation. Les syndicats, ils s'étaient engagés à ce que toute loi sociale, les syndicats négocient. Il passe en force dans les assemblées, parce que là, c'est pas la même chose, c'était pas le débat tranquille. Et il y avait eu des millions de manifestants, voire de grévistes. Donc, il y a cette méthode, il y a la nôtre, qui est tout autre. Le débat a eu lieu devant les citoyens, il y a une démocratie, ils ont voté, le débat peut continuer dans la société parce il faut entendre des préoccupations et puis il va y avoir des amendements dans l'Assemblée, bon. Mais nous avons pris cet engagement et c'est à notre honneur, c'est à l'honneur du président de la République de tenir les engagements qu'il a pris devant ses électeurs. On comprend cette détermination, mais une question pourrait se poser. Pourquoi aller manifester alors si le gouvernement va de toute façon passer? Si on est un partisan de cette loi, pourquoi descendre dans la rue ce dimanche? Non, mais justement, c'est-à-dire que c'est pour cela que je ne suis pas d'accord avec Shlomo Malka quand il dit, en gros, c'est la bataille des manifs et qui aura le plus de monde. C'est pas ça le baromètre du tout. La droite avec l'Église ont surmobilisé contre un droit, y compris pour l'UMP, ils ont essayé de mélanger, à essayer de faire quelque chose d'un peu plus général pour contester le gouvernement et le président de la République. Ils ont mis des moyens gigantesques, on n'en parle pas beaucoup quand même. Je veux dire, c'est dans toutes les paroisses, c'est dans toutes les villes, c'est 900 cars, c'est 4 TGV, c'est un Bardome sur le Champ de Mars avec plus d'1 million dépensés uniquement dans la manifestation elle-même. On ne nous a pas dit d'où ça vient tout ça, c'est pas de la génération spontanée. Bon, voilà, eux, ils veulent empêcher, ils savent que le gouvernement veut le faire,
Et c'est un ressort important pour les manifestations, de se dire j'ai le moyen d'aller dans la rue, de montrer mon nom pour empêcher quelque chose de se faire ou pour conquérir quelque chose. Bien. Pour ce qui est des manifestants de cet après-midi, et j'espère qu'ils seront très nombreux, et je les appelle à être nombreux, il s'agit de soutenir quelque chose qui se fera. Donc la surmobilisation, la surdétermination, le côté indispensable pour d'être dans la rue pour que la chose puisse se faire est moins prégnante. Il n'y a jamais eu beaucoup de manifestants pour soutenir quelque chose que va faire le gouvernement. Mais c'est pour montrer aussi que, y compris dans la rue, il y a beaucoup de monde qui peut venir soutenir ce nouveau droit. Mais ce n'est pas une course aux chiffres, et ce n'est pas là-dessus que se joue le fait que le gouvernement ira au bout. À combien vous estimerez que la mobilisation est importante? Non, moi je pense. Quel chiffre? Non, en plus, les chiffres, vous savez, même les chiffres qui ont été donnés par ceux qui ont manifesté contre ce droit, c'était n'importe quoi. Ils ont donné un chiffre sans être capable de calculer dans la journée elle-même. Ça a été repris comme une possibilité. Après, il y a la fourchette entre 340 000 chiffres de la police et chiffres des organisateurs qui disaient 800 000. J'ai entendu des chiffres plus faramineux. En ce qui nous concerne, moi, ce que je pense comme ça, c'est qu'il y a eu déjà des manifestations pour soutenir ce droit, et qu'aujourd'hui, il y aura 2 fois plus, parce qu'on approche... voilà, ça peut être quelque chose que je peux avancer. Je pense qu'il y aura 2 fois plus que la dernière fois. Alors, on va aller plus vite parce que le temps presse. L'opération au Mali, vous avez parlé de la guerre, et c'est la guerre au Mali qui se déroule maintenant depuis plus d'une semaine. Est-ce que cette opération ne gagnerait pas maintenant à être clarifiée dans ses objectifs? Est-ce qu'il s'agit d'arrêter l'agression terroriste, comme le président de la République l'a dit au départ? Est-ce qu'il s'agit de permettre au Mali de retrouver son intégrité territoriale? Écoutez, j'ai bien vu ces débats sémantiques. Il se trouve qu'au Mali, c'est la même chose. C'est-à-dire que pour que le Mali puisse retrouver son intégrité territoriale et reconstruire sa démocratie et sa souveraineté politique, puisqu'aujourd'hui le président est un président de transition, eh bien il faut absolument faire en sorte que les terroristes ne puissent pas atteindre à cette intégrité territoriale et soient stoppés dans toutes leurs intentions et dans tous leurs actes concrets qui étaient horribles, qui étaient d'installer un régime et une terreur qui allait contre toutes les traditions et les avancées du peuple malien à tous les niveaux, et dans sa construction de sa démocratie comme dans sa culture et sa capacité progressivement à fédérer des composantes de cette société diverse. Donc, bien entendu, que la France a pris ses responsabilités, et pour stopper, et pour permettre à l'armée malienne et au peuple malien de recouvrer sa souveraineté sur l'ensemble du territoire. On voit que ça se passe plutôt bien, que ça avance bien, que ça a permis aux forces africaines de se préparer et d'être sur place. Elles sont préparées suffisamment ? Pas suffisamment, on le sait. Mais en même temps, il y avait une urgence. Il fallait stopper la progression vers Bamako. Si on avait attendu que tout soit prêt, comme c'était prévu avec la CEDEAO et avec l'ONU, eh bien, après, on aurait peut-être uniquement eu les larmes pour pleurer, parce que si Bamako était pris, c'était plus du tout la même situation. Donc là, il y a... Et c'est pour ça que la France est là. Oui, mais dès que l'armée malienne, dès que... C'est la France qui a une responsabilité là-bas. Quand je dis que la France, pourquoi les partenaires européens ne s'investissent pas davantage qu'une enveloppe de 50 millions et 1 ou 2 avions? Pas seulement, ils envoient aussi des troupes pour former. Donc ils ne veulent pas s'engager, c'est pas leur, c'est pas leurs intentions. Mais la France, là, je le dis, sur le plan militaire, suffit.
il y a un soutien de l'Union européenne qui a été encore manifesté par Angela Merkel. Et voilà, je veux dire, c'est presque à notre honneur. On va pas nous critiquer. On va pas nous critiquer parce que nous prenons nos responsabilités. Il y a quand même des critiques. La droite qui reproche à François Hollande d'être trop mou, elle lui reproche tout d'un coup d'être trop dur. Oui. Est-ce que ça n'est pas un nouveau François Hollande qui apparaît ? Eh bien, pour ceux qui ne le savaient pas, si vous préférez, on a vu le François Hollande, président de la République, qui prend une décision très lourde, très difficile, très courageuse. Et vous voyez, d'ailleurs, ces critiques sont dérisoires parce que tout le monde sait qu'en ce moment, il faut être avec nos soldats, presque par principe, parce qu'ils vont défendre la liberté, que leur vie est en danger, qu'il y a un appel du peuple malien. Il faut voir les Maliens que nous croisons, la façon dont ils apprécient ce que fait la France aujourd'hui. Alors le mélanger, pour certains, critique plutôt de gauche, qui est les interventions France-Afrique, ils ne savent pas voir, ils ne voient pas la différence. Quand on vient pour coloniser ou pour pérenniser une colonisation, les peuples ne nous accueillent pas avec des fleurs aujourd'hui. Bien, quand on vient pour aider leur liberté et qu'on respecte autant la légalité internationale, qu'on se met sous l'impératif du droit international, comme c'est fait aujourd'hui, et qu'on permette qu'au progressivement, sans fuir nos responsabilités, s'installent et l'armée malienne et les forces africaines pour contrôler le territoire, voilà l'objectif. La France n'a pas d'autre intérêt que celui que cette souveraineté soit reconquise et ensuite... nécessaire. Ensuite, elle ne sera plus au Mali. Un mot sur les élections législatives en Israël. On vous a entendu puisque vous étiez mardi soir avec nous à l'espace Rachi pour une soirée spéciale élection. Ces élections ont donné deux vainqueurs, Netanyahou et Lapid. Ceux que vous souteniez, les travaillistes, n'ont pas fait un bon score. Est-ce que vous considérez que l'ascension du parti de Yair Lapid est une bonne chose ? Je ne suis pas assez spécialiste de la société israélienne qui sur le plan politique, il faut prendre d'autres lunettes que celles qu'on a pour observer la politique française. Mais je vois bien que ça correspond à deux choses. D'abord, c'est faux qu'il y a la poursuite d'une droitisation de l'opinion et de la société israélienne. Il y a au cœur de la société israélienne des forces qui sont attachées à la modération, à la laïcité, qui veulent que l'on vive en Israël un peu comme partout dans le monde, c'est-à-dire avec autre chose comme horizon que la citadelle assiégée, la guerre qui obstrue toute autre possibilité de débat politique parce qu'il y a cette urgence permanente et cette chape de plomb qui empêche d'avoir des horizons. Le titre même de ce parti montre qu'il veut un avenir. Je pense que ça symbolise bien ça, et moi je le ressentais. Et en même temps, Netanyahou est obligé, peut-être qu'il le voulait, donc s'il le voulait c'est bien, d'en tenir compte et d'être dans quelque chose de plus modéré que les alliances avec l'extrême droite qu'il avait pratiquées jusqu'à présent. Donc j'ai l'impression que ça c'est positif pour un éventuel relancement du processus de paix qui est impératif. Il faut prendre des initiatives. On ne peut pas laisser la situation pourrir comme ça. Et puis aussi pour la société israélienne elle-même, il y a eu quand même un mouvement dit des indignés qui a posé des questions sociales et sociétales qui sont tout le temps mis de côté parce qu'il y a la guerre et la sécurité. Et là, je pense que ce mouvement de jeunes en particulier a trouvé un petit écho sur le plan électoral. Il nous reste 2 minutes pour une question sur Paris et une question sur et la question MyBooks. Sur Paris, on commence à évoquer à droite les noms de Rachida Dati, NKM, François Fillon. À gauche, est-ce que vous êtes tous derrière Anne Hidalgo ?
À tous, je ne sais pas. Moi, je pense que Anne Hidalgo est la bonne candidate. Bon, elle a l'expérience, elle a été première adjointe les 2 mandats de Bertrand Delanoë, où tout le monde est d'accord pour dire que ce sont des succès, et que donc il y a un aspect continuité, expérience, mais il y a aussi une femme que je connais, très, très à l'image de Paris. Paris va choisir quelqu'un aussi à son image, passionnée, ouverte, généreuse, combative, et il va falloir avoir un autre projet et passer à une autre dimension, c'est la question de la métropole. Anne Hidalgo veut absolument qu'il y ait une gouvernance et des vraies décisions sur, notamment en termes de logement, une gouvernance sur le Grand Paris, le Paris dense, qui a à peu près 10 millions d'habitants, pour qu'il y ait une cohérence, une efficacité, parce que la question cruciale en Ile-de-France, et à Paris en particulier, c'est le logement. La question MyBooks, quel est votre livre de chevet, David Assouline, en ce moment? Livre de chevet, pas en ce moment. Un livre de chevet, c'est le livre qu'on reprend tout le temps, qui est un peu référence. Et moi, je suis très Albert Camus, voilà. Et c'est L'homme révolté. Quand vous avez dans L'homme révolté des phrases qui veulent dire beaucoup pour moi aujourd'hui, y compris les bilans politiques de mon propre trajet. La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Voilà. On n'a pas à sacrifier à des avenirs totalisant les choses. La générosité, même pour cet avenir que l'on espère, c'est d'agir au présent pour changer les choses, pour donner aux autres. Et puis, quelque chose qui parle pour Israël, mais qui parle pour une certaine évolution du monde. La seule règle qui soit originale aujourd'hui, apprendre à vivre et à mourir, et pour être homme, refuser d'être Dieu. Eh bien, quand les hommes, pour être hommes, refuseront d'être Dieu et donc se mettront dans leurs réelles conditions. Et je pense que tout ira mieux. Alors, c'est l'année Albert Camus. Qu'est-ce que vous avez pensé néanmoins de ces problèmes qu'il y a eu à Marseille autour de la célébration d'Albert Camus? On n'a pas beaucoup de temps pour en parler. Moi, je crois que, franchement, l'homme et son œuvre ne méritent pas des polémiques, des coups bas, des captations d'héritage. Voilà, il est là. Tout le monde sait qui est Albert Camus. Et celui qui était un petit peu... Quand vous dites captation d'héritage, c'est Michel Onfray qui est visé? Je ne le vise pas parce que j'ai lu son livre et je pense que voilà, c'est une vraie œuvre. Il nous révèle un Camus qu'on ne connaissait pas assez parce que justement, du vivant de Camus, et pendant longtemps, c'était celui qui était un petit peu mis de côté dans l'intelligentsia, y compris de gauche. Et je pense que ce retour en force de Camus, grâce aussi à Onfray, c'est quelque chose de très important. Merci David Assouline, sénateur de Paris, conseiller de Paris, porte-parole du Parti socialiste.